Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. On va faire un petit tour d'horizon graphique pour les UT Swing. On commence par les cryptos. Alors, pas une semaine extrêmement passionnante, en tout cas moins sur la partie Ethereum que sur Bitcoin, qui lui se maintient toujours très très bien est toujours très proche de ses objectifs graphiques, hein. C'est-à-dire que là, on est vraiment à une pichenette d'atteindre les 14,6 sur la partie Bitcoin. Donc peut-être que Bitcoin s'offrira peut-être les 61% de retracement, hein. Voilà, il est tout à fait possible du coup d'atteindre, enfin pour ma part, d'essayer peut-être de viser 6000, 6004, étant donné le maintien de la valo, alors que Ethereum n'a toujours pas fait son petit breakout. On va aller voir sur les UT un petit peu plus courtes ici. Ça se tient bien quand même, hein. C'est-à-dire que sur Ethereum, j'aurais préféré en fait avoir une mèche basse, c'est-à-dire qu'on revienne clôturer par là hier soir. Bon, on a quand même fait la clôture en avalement haussier, c'est pas trop mal, ça montre quand même qu'on garde un biais assez positif sur la semaine à venir. Le momentum reste toujours très, enfin haussier et sans remise en question. Le cycle est toujours haussier. Je vois pas de raison évidemment que tout ça aille plus loin sur les supports. On a bien réagi pile poil, comme on l'avait dit, sur le plus haut des semaines passées, hein, donc ici. C'est bien un support, donc je pense qu'effectivement on est en phase donc de constitution d'un support. On peut très bien revenir s'y reposer une deuxième fois cette semaine, hein, ça ne me surprendrait pas plus que ça si on devait venir faire un double bottom hebdo ici. Aller beaucoup plus bas, je pense qu'il n'y a pas réellement d'intérêt graphique à le faire. Cette zone-là a déjà été retestée par le pullback ici. Donc normalement, bon voilà, moi je pense un cycle ascendant qui va se remettre en place. Et plus on se dirige vers les 185, plus normalement je pense l'Ethereum nous gardant le meilleur pour la fin. Voilà. Par contre, est-ce qu'on passerait une semaine à plat? Ça c'est tout à fait possible aussi, hein. Donc voilà, ne soyez pas trop euphorique. L'important, c'est de dire, tant qu'on ne casse pas les supports, le biais reste acheteur. On va dire un biais neutre acheteur pour l'instant sur Ethereum et peut-être un biais un petit peu plus positif qui pourra émerger si on arrive à s'enfoncer au-delà de cette résistance pour venir chercher. Normalement, moi, toute cette zone-là s'ouvre d'un coup, hein. On voit bien la phase de polarité. Je vais vous le marquer comme ça, c'est plus visible, je trouve. Suivre un code, voilà. Donc ça, on l'a testé, donc je pense qu'il n'y a plus besoin de l'avoir sur les graphiques. Ça, je sais pas trop ce que c'est, mais on va s'en enlever, c'est plus nécessaire. Donc voilà, je dirais pour l'instant donc des canaux ascendants. J'attends de vous trouver le moment où le biais positif va émerger pour accélérer à travers ces canaux. Et normalement, on voit bien donc la première phase et la deuxième phase. En gros, ici, la médiane probable du prochain range à venir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive là, hein, moi pour ma part, je rachète pas avant 104 avant 180, je pense qu'il y aura pullback sur cette zone derrière, hein. C'est-à-dire que si vous voulez tenir, si jamais on devait aller à 280, il faut être prêt à se dire qu'on risque de perdre 100 dollars derrière, ce qui n'est pas négligeable non plus, hein. Ça fait quand même une chute de 30%, de 35% à venir derrière. Je pense une lente décrue, enfin ou une décrue rapide et une lente agonie vers cette zone de prix, et légèrement en dessous, hein. C'est à partir de 180 que je serais prêt à racheter des Ethers. Là, je largue tous les trades spéculatifs, voilà, et peut-être allez 5-10% du trade buy and hold, et encore, je pense même que je ferai rien du tout. Voilà, on en reparlera le temps venu. Pour l'instant, donc les cryptos, bah, un scénario qui se déroule gentiment. Alors, sur le forex, on va aller faire un petit tour direct. Je vais ouvrir le setup. Alors, on se fait les forex. On va jeter un œil au calendrier économique aussi direct. Hop, alors du coup, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Ok, un zoo demain. Alors aujourd'hui, rien. Regarde que les gros catalyseurs. Alors PIB chinois, oui, ça va bouger. Enfin, ça c'est important. Donc toujours hein, revu en baisse, enfin attendu en baisse, hein. Donc voilà, les mauvaises nouvelles s'entassent, mais on ne s'en préoccupe toujours pas. Les ventes au détail, ça c'est très important, très important. Ils sont sortis en négatif le mois précédent, et si ça merde, c'est très mauvais. Donc à surveiller très attentivement ça. Je pense que c'est le seul truc qui peut réellement avoir un impact sur les indices américains qui sont toujours en léthargie totale. Et donc on va noter hein, les rollovers de contrats futurs sur le VIX qui démarrent dès aujourd'hui. Alors, hop, où ils sont nos forex? Ils sont là. Alors c'est pas cela que je voudrais. Remarque, si on va travailler là, c'est pas grave. Alors je cache ça pour gagner un petit peu d'espace. Donc on revient sur les scénarios proposés la semaine dernière. Donc évidemment des invalidations sur l'USD Yen, pas très surprenant. C'est forcément les ricains, merci, hein. Donc les sorties en breakout qui ont été quand même faites, hein. C'est-à-dire que si on regarde, voilà, ici il y a eu donc belle sortie des breakouts. Et puis que font les ricains derrière? Ah bah non, nous on fait pas les breakouts baissiers sur l'USD Yen.
comprenez, c'est pas bien, hein, ça fait baisser les actions. Donc le trade pour moi ici était à prendre, hein, en respect de la stratégie, tout indiquait effectivement les breakouts, les signaux rouges, enfin bref, voilà, il y avait tout pour y aller, sauf évidemment Wall Street qui ne veut pas et qui a littéralement verrouillé tous les actifs risqués, qui est allé chasser les stops évidemment derrière. Et bon voilà, alors la UDNZD toujours bon, hein, moi de toute façon j'attends que ça consolide, pour l'instant on n'y voit rien. Alors voilà, hop, ça commence à montrer la forme d'un ralentissement. Donc j'attends toujours que les consos finissent ou que ça réattaque. Pour l'instant, pas la moindre cassure de support qui dit qu'il y a au moins formation d'un range. Donc soit on va se former un range à plat, mais bon pour l'instant moi je vois pas de raison de s'inquiéter plus que ça. Donc des petites prises de profit, mais rien de plus pour ma part. DXY, ça a bien fonctionné, ils nous ont pas foutu la merde, malgré tout, hein, c'est-à-dire que même malgré ça, les breakouts, vous voyez que c'est pas du fulgurant, quoi. Moi, c'est ça qui me rend fou, encore une fois. Tout ce qui pourrait faire chuter les US ne chute pas. Voilà, les mecs, ils ont simplement décidé qu'il n'y avait pas de risque, que ça n'existait pas. On va le voir tout à l'heure sur le VIX, hein, c'est complètement fou. Je pense qu'ils vont au-delà d'un truc mais cataclysmique dans les prochaines années, vu le niveau de bêtises qu'ils sont en train d'accumuler et les risques qu'ils prennent. Après, attention, prendre un risque ne veut pas dire que le risque va forcément se manifester. C'est là où est le problème, c'est que bon, historiquement parlant, moi, ce genre de prise de risque, je sais que ça finit mal. Mais bon, le problème, c'est qu'encore une fois, c'est un schéma, c'est une pattern. C'est-à-dire que c'est une pattern qui me dit que quand on joue au con comme ça, en général, on finit par se prendre une tarte qu'on ne voit pas venir. Et évidemment, derrière, on réagit de façon épidermique. Bon, ça, c'est la théorie. La pratique, c'est qu'encore une fois, est-ce qu'on met tout son argent là-dessus en disant « Ah, ça va s'écrouler », voilà, non. Donc, voilà, on est obligé d'être pendu au nez de leurs bêtises, parce que malheureusement, c'est eux qui font tourner toute la planète finance autour du monde. Donc, malheureusement, là, ça revient à jouer David contre Goliath, c'est-à-dire que tu vois Goliath qui veut absolument rien faire, et t'as beau être là à dire « Non, mais ça va tomber, ça va mal se passer », tant que ça tombe pas, si tu vends, tu perds de l'argent. Donc, il faut faire très très attention avec ça. L'USD CAD a déclenché, pas déclenché du tout, donc on oscille, toujours pas le breakout, donc à surveiller pour cette semaine si le breakout pourrait pas se mettre en place sur les swings, hein. Voilà, on voit bien que ça n'a pas réussi à breaker, là ça l'a tenté et bam, passe pas. On est revenu chercher la zone de vente, donc on accumule à plat, je pense toujours, hein, que c'est une direction vers le sud, puisque malgré les conneries de l'USD Yen, hein, qui est un peu le seul en fait, tout le reste s'est très bien déroulé. Donc le GBP est en phase d'accumulation, je pense que la sortie va pas tarder, hein. Là on voit bien l'accumulation est extrêmement propre, donc pour moi ça va être le trade de la semaine sur les Forex, je le passe à l'achat parce que je pense que ça va pas tarder à exploser. Alors je dis ça va pas tarder, j'en sais rien, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est juste du spéculatif. Là on voit bien que sur ces schémas-là, il faut attendre le breakout. Mais vous voyez bien que ça fait contexte, support, enfin contexte, canal de tendance, contexte. Donc là il n'y a plus qu'à attendre le hop, pack, d'accord. Donc là il y a un trade en breakout. Qu'est-ce que j'ai foutu sur le... C'était pas ça la couleur là, je me suis un peu chié. On va recommencer, voilà, ok, et c'est là, voilà. Hop, donc GBP USD pour moi sur la semaine. Alors la semaine dernière, l'euro dollar très très bien passé. On atteint les objectifs, hein, donc on commence à atteindre le contexte. Donc là, à surveiller, hein, mais je pense qu'il ne faut pas non plus considérer ça comme une victoire. Je vous rappelle que là pour l'instant, c'est quand même hésitant pour un breakout. Peut-être nécessaire de faire un petit pullback. Maintenant attention, hein, on a tellement fait les cons sur l'eurodoll que si jamais ici ça part, faut pas, surtout pas sortir. Donc là je pense qu'au mieux des prises de profit partielles pour acheter vers des supports, mais sincèrement je pense que ce n'est même pas nécessaire. Moi je pense qu'on est mature pour y aller d'un coup, hein, voilà, le dollar s'effondre, tout simplement, hein. Alors je vous donnerai mon scénario swing de fond, c'est-à-dire le scénario que je suis et que je trade, qui pour l'instant donc est majoritairement invalidé par Wall Street, puisqu'ils me cassent les couilles et qu'ils ne veulent pas laisser passer. Voilà, donc le DXY, même chose, hein, vous voyez le breakout, mais ça passe pas, hein, voilà, on tergiverse, les mecs veulent vous faire croire qu'ils vont pouvoir nous en remettre une encore à l'achat. On va voir, hein, parce que c'est le risque, c'est-à-dire que si là le dollar d'un coup pouf se raffermit, que l'euro dollar s'écrabouille lesquels et que GBP USD sort par le bas, et qui c'est qui va être les trop forts encore et les meilleurs sur la scène mondiale? C'est les ricains, hein. Donc attention à ce qu'ils ne nous rejouent pas la même musique tout le monde c'est de la merde, nous on est trop forts, on est les meilleurs, hein. Moi je veux voir enfin ce schéma-là se ratatiner la gueule. C'est-à-dire, je veux voir l'euro-dollar exploser à la hausse, GBP USD exploser, LDXY s'écraser la tronche littéralement,
et enfin déclenché. C'est-à-dire, je vous le montre en 4 heures, pour moi c'est là où ça parle le plus, voilà. Le dollar, là, après toutes ces phases de merde, là, il nous fait ces deux sommets descendants, je veux qu'il aille chercher ce contexte et qu'il accélère. Donc normalement cette semaine, j'aimerais voir l'euro-dollar faire la même chose à l'achat, le GBP retrouver son support, l'USD-Yen arrêter de nous casser les couilles et retourner chercher son breakout, et voilà. Et normalement, tout ce qui est corrélé dollar va se péter la tronche, USD, CAD et compagnie. Voilà. Pour moi, tout le monde est mature pour se péter la gueule. Sauf que, ils n'ont pas envie et ils ont juste envie de gagner du temps. On va vous expliquer tout. Enfin, je vais essayer de vous expliquer tout de suite pourquoi, même si vous connaissez probablement déjà la réponse. D'accord, ça revient à dire. Il faut surtout pas que les indices tombent parce que forcément, sinon, la Maison Blanche sera pas réélue en 2020. Donc, ils font pas de la politique, ils font du marché court-termiste avec prise de risque parabolique puisque tout doit bien se passer. Alors voilà à quoi ressemblent les semaines dernières sur différents indices, c'est-à-dire que si vous regardez le reste du monde, c'est du doji et c'est pas très très brillant pour les débuts de semaine. Le Nikkei, sauf quand même, oh putain, le Nikkei, ça va, ils sont chauds là. Ok, donc le Nikkei gap haussier de combien? Non, mais faut arrêter les gars, là, ils sont chauds, ils n'en peuvent plus. Donc 1,5 de gap haussier, ok, bon c'est fort, hein. Donc il n'y a plus de récession les gars, hein, soyez d'accord, tous les chiffres sont mauvais, mais on s'en bat les couilles, on va de toute façon acheter tous les indices, les banquiers centraux sont tellement trop forts, de toute façon que ce n'est pas la peine. Donc à Shanghai quand même une séance encore bien pas bonne, mais ça n'inquiète personne, alors par contre, ouais, si, c'est bon, c'est la séance du 15. D'accord, donc à Shanghai, c'est toujours pas bien glorieux, mais comme le Nikkei est positif, et on a des choses positives à pricer, évidemment. Alors, d'un point de vue hebdomadaire, donc le Russell, c'est évidemment entre tout et pas de franchissement de résistance. Le S&P 500, c'est glorieux, c'est magnifique, bien entendu. Côté australien, c'est pas non plus la suprême euphorie, et côté mondial, comme évidemment la plupart des capitaux sont aux États-Unis, eh bien c'est la même chose que le S&P 500. Donc pas d'inquiétude sous le soleil, tout est magnifique. La raison, on la connaît bien évidemment, c'est le VIX. C'est juste rocambolesque ce qu'on a sur le VIX, mais en attendant, c'est imprimé, donc voilà. On regarde les secteurs américains pour comprendre la structure de prix. Puisqu'encore une fois, pour ma part, il y a deux mondes, hein. Il y a le monde réel et puis il y a Wall Street. Wall Street qui n'en a plus rien à foutre de rien du tout. Eux, ils ont leur vision du monde, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas les chatons, mettez de l'argent chez nous. Et puis si jamais ça merde, vous perdrez tout, mais c'est pas grave. En attendant, vous aurez rêvé un petit peu. Donc, les valeurs industrielles qui clôturent en haut, qui veulent s'offrir du rêve. Healthcare, alors là, c'est la panique à bord, puisque là, non seulement Healthcare a venu casser le support, donc hier, la semaine dernière, c'est un peu le Black Swan du marché, c'est-à-dire que le Healthcare qui drive quand même beaucoup de valorisation aux US et dans le S&P 500, ça donne un signal de vente hebdomadaire, mais non, c'est pas grave, regardez, on a un signal d'achat sur les materials, on a peut-être même un signal d'achat sur les valeurs industrielles, enfin voilà. Donc le truc, c'est de dire qu'à Wall Street, il y a toujours la superbe dans le fond qui revient à dire mais ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, c'est le système de la cordée. C'est-à-dire que quand il y en a un qui tombe, c'est pas grave, parce qu'il y en a toujours un qui tire la locomotive et qui tire tout le monde. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tout le monde va se péter la gueule. C'est ça qui est extrêmement dangereux. C'est le problème de Wall Street. Voilà, c'est que pour l'instant, c'est chaque jour son lot de rêves. La semaine dernière, c'était donc les financières en fin de semaine qui ont drivé la cote. Et d'autres secteurs qui ont légèrement suivi. Mais il faut être conscient que tous ces trucs-là, ça et ça, si ça tombe, c'est des nouveaux plus bas. C'est-à-dire que là, en fait, il faut que la cordée arrive à tirer tout le monde vers de nouveaux sommets, sinon, c'est la merde. Tout le monde tombe d'un coup. Et ce qu'on voit, c'est que malgré le fait qu'on essaie de tout tirer, pour l'instant, Healthcare, ça se drive pas très très bien, et c'est quand même un secteur, encore une fois, je vous l'ai montré en hebdo, c'est un vilain signal de vente, ça. Il ne faut pas qu'il le confirme cette semaine. Alors évidemment, vous avez bien compris, le principe revient à dire que comme il y a eu signal de vente en phase de confirmation sur les healthcare, il faut absolument remonter ça cette semaine. Et il faut faire très attention à toutes les publications de healthcare.
Donc on va surveiller ça bien évidemment au courant de la semaine. Mais donc pour du swing, surveillez le healthcare. Si ça commence à dézinguer ici, le reste n'est pas spécialement orienté à la hausse, hein. Les financières, c'est bien. Elles ont donné un petit coup de boost avec les bons résultats. Parce qu'il faut bien payer quelque chose quand même. On me rappelle qu'on paye des entreprises. Mais en ce moment, mis à part des flux sortants sur les actions, alors il y a tout autant de flux entrants, hein. C'est-à-dire qu'il y a évidemment toujours un bon paquet d'imbéciles qui achètent des ETF. On va aller regarder où ils en sont d'ailleurs. Mais donc voilà, le principe c'est de dire c'est pas joyeux, hein. Regardez, personne n'est au sommet historique sauf utilities, qui n'est pas du tout un secteur offensif mais un secteur bien défensif. On a bien les techs qui sont au sommet historique et évidemment les discretionary qui aimeraient bien y être également. Alors par contre ici c'est pas SPX, on va mettre discretionary. Discretionary, non, lequel j'ai mis moi? Consumer discretionary, si c'est XLY je crois. Oui, bon, de toute façon ça fera le boulot. C'était celui-là. Voilà, d'ailleurs je vais corriger parce que bravo les fautes d'orthographe. Ok. Voilà. Donc, discretionary, on est sur les sommets historiques, technology également, donc vous avez bien les secteurs porteurs. Maintenant, encore une fois, attention, regardez comme on a éclaté, mais littéralement éclaté les contextes de support. Alors, un peu moins ici, c'est-à-dire que technology, théoriquement, oui, si ça trouve un flux haussier, ça pourrait être la bulle, hein. C'est clairement, ce sera la bulle, s'il doit y avoir une bulle aux US, tout le monde l'a vu, ce sera les techs, parce que les techs c'est trop fort, parce que les techs c'est le futur, et qu'évidemment, on regarde plus ce qui se passe demain. Parce qu'en fait, là, si vous voulez comprendre, le problème, c'est de dire ça. C'est de dire, bon, dans 10 ans, on sait qu'évidemment, on va probablement s'en sortir, qu'il y aura encore de la croissance, que tout va bien. Donc, on peut imaginer les choses dans 10 ans. Mais est-ce qu'on peut imaginer les choses dans 6 mois? Non. Voilà, 6 mois, 1 an, tout ça, c'est le vide juridique, c'est le trou noir. Voilà, les informations rentrent mais ne sortent pas. On ne sait pas où on sera entre 6 mois et 2 ans. On sait qu'il y a probablement un truc pas très jovial qui va se passer entre deux, une récession, mais on ne veut pas trop savoir. Donc en fait, là aujourd'hui, vous avez soit des mecs qui pensent demain, c'est-à-dire ils ne cherchent pas à comprendre plus loin, c'est tant que la musique tourne, on achète, on vend, on fait de l'intraday, et sinon c'est 10 ans. Voilà. Mais tout ce qui se passe entre 3 mois et 2 ans, c'est compliqué à lire, hein, c'est très compliqué, il y a probablement une récession qui arrive, mais bon, on ne veut pas la voir et on ne veut pas la pricer. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut acheter aujourd'hui? Mis à part du momentum, c'est-à-dire on trade au jour le jour, on dit ah ça achète, et hop, j'achète. Voilà. Je revendrai ce soir ou je revendrai demain, on s'en fout de qui, de quoi, de comment. L'important, c'est de s'échanger des choses et de montrer que le casino tourne toujours. Et évidemment, donc dans l'autre cas, vous avez tous les mecs, la smart money en fait, qui revendent toutes leurs actions. Qui veut bien les acheter, soit en intraday, soit en leur vendant le rêve de dans 10 ans, on aura une voiture électrique, autonome. Donc allez-y, achetez tous ces trucs-là. On aura une ère du service financier, du service machin. Achetez tout ça, il n'y a pas de souci. Dans 10 ans, ce sera le futur. Mais évidemment, encore une fois, la smart money, elle achètera les pertes de ceux qui jouent ces scénarios dangereusement. Hein, puisque l'intérêt évidemment de la spéculation boursière à moyen terme, c'est d'acheter les pertes des autres et de dire d'abord je vous vends bien le rêve, comme ça vous l'achetez, vous achetez ce que moi je vous revends, et puis quand vous perdrez, je rachèterai je rachèterai vos rêves déchus, quoi. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que ce futur n'arrivera pas, ça veut juste dire qu'il arrivera une fois que vous aurez pris des pertes. Voilà. Si vous achetez ça, malheureusement la smart money elle l'achètera, et elle l'achètera plus intelligemment que vous, ce qui fait que si elle est sortie et qu'elle croit aussi en ce rêve, elle l'achètera probablement plus bas. Hein, voilà. Donc c'est un peu ce scénario-là de dire si les flux sont sortants, c'est pas très bon signe pour le futur. Ces gens-là sont professionnels et évidemment les gens qui achètent en ce moment ne sont pas vraiment des professionnels et c'est un petit peu gênant dans ce type de contexte-là. On va regarder côté obligataire et après on va aller regarder nos potes les ETF. Mais bon, voilà, hein, donc c'est juste pour vous donner toujours les arguments, c'est pas parce que j'ai envie de voir la bourse tomber, je m'en bats les couilles, mais c'est simplement vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas du tout dans l'histoire. Dans le pricing des bons, alors c'est-à-dire historiquement ça n'est jamais arrivé, hein, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un ralentissement sur la croissance,
C'est-à-dire que c'est des premières phases récessives, hein. La suivante, normalement, c'est qu'on commence à voir le chômage augmenter, et puis l'effet pernicieux se met en place, c'est-à-dire augmentation du chômage, dégradation de la consommation, donc dégradation des perspectives économiques, donc rabaissement de la croissance, jusqu'au moment où, merde, putain, ça fait 2 trimestres qu'on se contracte, donc c'est une récession économique, et merde, elle est là. Donc, je pense qu'on est dans ces schémas-là. Le problème, c'est que normalement, avant, on voit toujours les marchés de taux signifier le danger, c'est-à-dire ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'à 10 ans, effectivement, on a de la visibilité, mais à 6 mois, 2 ans, on commence plus à voir du tout, voire même le trou noir, hein, c'est-à-dire on sait qu'il y a un truc mauvais qui va arriver, mais on ne peut pas dire exactement quand, et ça se voit sur l'obligataire. Ce qu'on voit aujourd'hui, bah, c'est que non. Et pourquoi ? Ben voilà, tout simplement, merci les banques centrales, puisque donc aujourd'hui vous avez des banques centrales qui ont un contrôle total sur le marché des taux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gérants obligataires, ils ne peuvent pas pricer le risque comme ils veulent, tout simplement parce qu'il y a un gros acteur qui définit totalement le prix du marché obligataire, c'est la banque centrale. Donc aujourd'hui la banque centrale, c'est elle qui définit le niveau de risque. Tous les outils qu'on utilisait précédemment pour identifier une tendance mature, des trucs comme ça, tout ça, ça n'existe plus. Mais ce qu'on voit, c'est que malgré les pilotages, on a quand même eu une inversion de courbe de taux aux États-Unis. Alors, elle n'a pas duré bien longtemps, mais elle a quand même été là. C'est-à-dire que malgré un pilotage central, ils n'ont pas pu éviter l'inversion de la courbe de taux. Donc moi, je pense que c'est très dangereux. Je pense clairement que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un marché piloté, donc pas un marché. Parce qu'en réalité, si vous regardez, là, je vous donne mon avis là maintenant, on synthétise, hein, d'accord ? Donc le problème, c'est... Alors, pardon, non, on va mettre le VIX d'abord. Comme ça, on aura tout. Alors, il est où notre quatuor du risque ? Voilà. Hop. Donc voilà, le problème, c'est que la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec son argent aujourd'hui, en 2018, quand on a des capitaux, et qu'il faut savoir comment orienter son portefeuille. Voilà. Moi, je pense qu'on on fait face à un problème aujourd'hui qui est quand même gravissime. C'est que je pense qu'aujourd'hui, tout simplement, il n'y a plus aucune possibilité objective de sécuriser son capital. C'est-à-dire qu'on se doute tous qu'il y a un sale truc qui va arriver, parce que tout simplement, il y a beaucoup trop de prise de risque et compagnie. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez mettre votre argent nulle part. Voilà. Pourquoi ? Parce que la couverture, on sait tous que ça ne marchera pas, hein. C'est la même chose que le CDO, hein, voilà. Donc le VIX, le jour où vous voudrez vous couvrir contre un risque de défaut, très probablement celui qui vous a fourni la liquidité risque d'être en faillite derrière parce qu'il en aura vendu à trop de monde et qu'il ne pourra pas payer l'assurance. Donc ça risque d'être emmerdant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui posséder des actions en sachant qu'on va vers un merdier où très probablement les actions ne seront pas couvertes par les produits de couverture dérivés et autres, donc une bulle de produits dérivés en fait qui crée aujourd'hui une bulle sur les actions. C'est-à-dire que tout le monde regarde ce truc-là et on se dit mais elle est où la bulle ? On voit pas un secteur, on voit pas la bulle spéculative dans le S&P 500, mais en fait c'est le S&P 500 la bulle spéculative. Alors c'est moins marqué parce que c'est pas une parabole complètement folle, mais en réalité ce dont on se rend compte, hein, c'est tout simplement que la bulle elle est sur tous les produits dérivés et surtout sur le VIX. Donc il y a une grosse bulle sur le VIX, elle est extrêmement dangereuse, mais évidemment, bon, c'est pas très grave. Et évidemment, comme je vous dis, c'est la queue qui remue le chat. C'est-à-dire que comme on a créé une bulle sur tous les produits dérivés spéculatifs, et notamment la volatilité, qui est parmi... Enfin, il n'y a pas que ça, hein, encore une fois, il y a la volatilité, il y a les junk bonds. Donc en fait, on a créé une bulle sur les actifs dérivés de gestion du risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gestion du risque, elle n'existe plus. C'est-à-dire qu'il y a le nouveau paradigme de la gestion du risque. Si vous voulez vous couvrir, qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez pas, vous êtes obligé de prendre du risque aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les actifs refuges type gold et compagnie se font massacrer, sont en tendance baissière. Donc là, j'ai envie de dire, foutre votre argent dans le gold, c'est pas le scénario le plus intelligent à faire. Vous faites quoi du coup ? Vous achetez des crypto-monnaies ? Ouais. J'ai envie de dire oui, moi clairement oui, hein, je pense que c'est un truc qu'il faut avoir en portefeuille, pas avoir tout son portefeuille là-dedans, mais je me dis, bon, putain, c'est pratiquement le seul truc dans lequel je me dis, oui, faut mettre de l'argent, parce qu'aujourd'hui, où ça ? Dans les actions ? Non, je pense pas qu'il faille mettre de l'argent dans les actions aujourd'hui. Moi, je cherche des ventes spéculatives, des ventes à découvert, et ça, pour l'instant, c'est pas franchement très jovial, mais ça va finir par passer, hein, qu'on soit bien d'accord. Je risque pas du tout d'acheter des actions. Je ne ferai que les vendre, mais évidemment, il faudra être très patient et méthodique.
Les junk bonds, bah, évidemment, c'est un truc qui va s'effondrer parce que bah, là, c'est pareil. Ça revient à quoi? Ça revient à dire, bah, l'entreprise, non, elle fait pas trop de profit, elle a une guidance de merde, mais c'est pas grave, je vais lui prêter du pognon parce que de toute façon, elle me rémunère 8% et puis bah, c'est fantastique, 8%. Donc en fait, le principe, c'est de dire, de toute façon, c'est too big to fail. L'économie américaine, elle fera pas défaut parce que les banques centrales sont là, et puis Trump est super génial, et tout ça, tout ça. Donc je peux prêter, en fait, je m'en fous, même si l'entreprise, elle est merdique, elle pourra de toute façon s'endetter, remettre de nouveaux junk bonds pour me rémunérer. Donc voilà, c'est le principe de dire, on s'en fout, tout va bien se passer, donc pourquoi gagner 3% dans ce cas-là? Non, on est tout, en fait, la réalité, c'est qu'on est tous conscients qu'il y a du risque, et je vous dis, le problème, c'est que bah, derrière, c'est les bonnes vieilles aversions au risque de l'être humain, c'est-à-dire que quand on est conscient qu'il y a du risque, il faut que ça rémunère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que ça fasse un max de blé. Et comme ça fait de l'argent, ça attire les yeux, et ça attire les cons, et ça attire toujours plus de gens dans la bulle, sauf que bah, il y a une limite à toutes les bulles, c'est soit l'effet de levier, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, il y a tellement d'argent dans la bulle qu'il faut des leviers considérables pour maintenir l'aspect attractif, c'est-à-dire la gravité, quoi. Et tout simplement, en fait, bah, on va prendre la parallèle, hein, parce que je la trouve sympa, mais bon voilà, la semaine dernière, ça a fait marrer tout le monde, le coup du trou noir et compagnie. Bon, j'avoue que moi-même, j'ai trouvé ça un peu ridicule, la conférence de presse, et je peux comprendre tous les détournements qui ont été faits derrière, qui sont d'ailleurs très très drôles. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le plus gros trou noir qu'on ait, c'est l'économie mondiale. C'est de dire, bah là, on fait face à un truc qui absorbe une quantité astronomique d'informations dont rien ne sort, on ne voit pas du tout ce qui se passe dedans. Ça absorbe une quantité astronomique de pognon. Et on se rend compte qu'évidemment, plus on en injecte, plus il faut en injecter. Donc c'est un trou noir supermassif de la finance aujourd'hui. Et au lieu donc de faire tout simplement des détournements débiles, genre des yeux de chat ou je sais pas quoi, voilà. Le vrai détournement aujourd'hui, c'est de dire, ben voilà, l'économie dans laquelle on est, c'est un trou noir supermassif qui absorbe des milliards et des milliards et des milliards de dollars, de yens, de yuan, de tout ce que vous voulez. Hein, il prend tout ce qui tourne. Et tout simplement, bah voilà, ça attire tous les regards. Tout le monde aujourd'hui se tourne vers la finance parce que c'est le seul moyen de devenir riche, mais c'est surtout le meilleur moyen de devenir pauvre si vous faites ça n'importe comment. Donc faites très attention encore une fois. Moi je pense que malheureusement on risque de faire beaucoup de riches à court terme avant de rendre tout le monde encore plus pauvre. Donc faites très attention. Encore une fois, quand vous voyez les institutionnels prudents sortir les capitaux et que derrière vous entendez parler d'un truc, ça veut généralement dire qu'il ne faut pas trop vous mettre à l'achat dessus. Mais bon voilà, pour l'instant il y a le rêve des technologiques, tout va remonter, tout est fabuleux. Donc attendez la saison des résultats, on va voir comment elle va se passer et je vous fais simplement donc constater donc les trios du risque, hein, toujours pareil, qui prend le risque? Les ETF, donc probablement les particuliers, hein, vous ne verrez pas beaucoup d'institutionnels s'exposer à des ETF. Leur job, c'est de trouver les bons candidats, donc quand vous savez faire un travail, on va prendre un exemple. Vous savez faire j'essaie de trouver un exemple d'un truc précis. Voilà, vous faites de la mécanique de précision, hein, voilà, on va dire, vous êtes capable de faire ça, et puis derrière, vous avez un mec qui arrive avec une clé de vin et qui vous dit, ah vas-y, il n'y a pas de souci, je vais faire de la mécanique de précision. Non, voilà, ça marche pas. Tu fais ça avec un tournevis de précision, tu fais pas ça à la molette, quoi. Donc le truc, c'est de dire, aujourd'hui, tout le monde pense que on peut faire de la mécanique bourrine là, à coup de clé à molette, alors que là, en ce moment, les seuls mecs qui font de l'argent de façon professionnelle et à faible risque le font au tournevis de précision. C'est-à-dire, soit ils viennent au jour le jour et disent, ok, alors là, il n'y a pas trop de risque entre aujourd'hui et demain. Allez hop, j'achète et on vise ce prochain niveau. Puis alors, dès qu'on est sur le niveau, je me barre parce que je sais plus du tout quoi faire. Donc c'est ça aujourd'hui de dire. Et l'autre mécanique de précision, c'est les mecs qui vont faire du stock picking, là et là, pour 2, 3, 4 jours, ils récupèrent 5-6% sur l'actif, ils font un petit coup spéculatif, et zou. Et à côté de ça, vous avez des mecs qui disent non, le futur, c'est la technologie, on va révolutionner le monde. Allez, moi je mets le paquet, j'ai 50 000 sur un compte, allez hop, ETF, double boule sur le secteur technologique. Voilà. Donc je vous dis qui est au tournevis de précision et qui est à la molette.
et évidemment qui fait un travail sérieux et qui prend un risque inconsidéré et qui va se péter la tronche derrière quand il sera confronté à la réalité. Donc bah, évidemment, on sait très bien que c'est ceux qui font de la gestion passive qui vont se faire démonter. Mais bon, pour l'instant, ça fonctionne, donc il faut faire très attention. Voilà, le problème, c'est que quand on est à contre-courant d'une fin de tendance, c'est déjà généralement pas simple à faire, mais alors là, c'est la première fois moi que je me confronte à des fins de tendance hebdo-mensuelles. J'ai jamais fait, hein, j'ai pas fait 2008, donc je vais devoir découvrir. Ce que je découvre, c'est effectivement le schéma, qui en plus n'était pas spécialement le schéma de 2008, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a une conjonction d'informations qui font, bah, effectivement, les Américains, c'est plutôt des jusque-boutistes en général. Eux, la précaution, c'est pas trop leur truc. Et puis là, en plus, on leur a mis le président Orange, ce qui fait que, bah, oh putain, les mecs, ils se sentent légitimement plus forts que les autres. Alors bon, c'est un peu dangereux. Voilà. Donc il faut faire attention, hein. Je pense encore une fois que c'est là-bas qu'il y a le plus de pognon à faire sur la prochaine récession. C'est en vendant les US, quoi. Parce qu'il faudra malheureusement qu'ils perdent de l'argent avec leurs rêves. Mais le problème, c'est qu'avant de rêver, avant que le rêve s'écroule, bah, il faut trouver le moment opportun pour jouer ce scénario-là. Moi, je trouvais que ce moment-là était opportun. Le marché, pour l'instant, me dit non, hein. La perte a été prise vendredi, je vous l'ai dit. Donc je reste prudent et je constate donc, bah voilà, les junk bonds franchissent des résistances. Wouh, ils sont forts les mecs quand même. Vous trouvez pas? Enfin, moi je les trouve très forts en tout cas. Je trouve ça absolument magique. Donc les junk bonds franchissent des résistances. La volatilité, bon bah il n'y a plus de problème, tout va bien à 12, il n'y a plus aucun souci. Donc le S&P 500, bah évidemment qu'on va aller chercher le sommet historique. Et si on n'y allait pas, tiens. Donc voilà, faites attention à tout ça. Moi, je pense qu'on n'y va pas. Maintenant, bon, je peux sincèrement me tromper encore un petit peu. De toute façon, maintenant, je m'en fous. Je ne traite plus les marchés américains tant que la volate ne retrouve pas des couleurs. Donc, ce jeu dangereux est toujours en place. Le principe est qu'évidemment, bah, aujourd'hui, toute l'économie américaine est plantée sur Wall Street. Toute l'administration américaine fait tout pour que Wall Street tienne encore quelques mois, quelques années de préférence, parce qu'il faut au moins qu'on rentre dans les élections. Donc le principe, c'est ça, c'est de dire, bah, vous avez un marché qui ne peut pas tomber parce que vous avez tout un tas de particuliers investis avec du levier aux États-Unis. Donc si ça tombe, c'est encore une fois une catastrophe pour les Américains, et on est au courant que vu qu'ils ont fait un peu n'importe quoi sur la scène internationale et sur leur devise, parce que merci Trump, hein, encore une fois, mais je vous dis, si le dollar s'écroule, c'est pas parce que l'économie américaine est en fin de cycle et compagnie, non, c'est parce qu'elle est crédite négative aujourd'hui, c'est-à-dire que les mecs dépensent 20 000 milliards par an, et que ça rentre plus dans la caisse. Et que bah, si en plus on se pète une récession, on va dire « Ah mon Dieu, mais non, mais c'est affreux, le tax plan, c'est effectivement dégradant pour la note de la dette américaine », qui risque donc de se voir retirer peut-être à terme par les agences de notation son triple A. Et je vous dis, l'Amérique qui se fait retirer son triple A, c'est le retrait immédiat de l'étalon dollar dans les transactions. Alors, ce n'est pas un étalon, mais de la devise référente dans les transactions internationales. Et c'est la catastrophe. Hein. C'est de vous dire, l'économie américaine, qui est la top économie mondiale, number one, va tomber de très haut. Et elle pourra dire merci à son président Orange, qui aura surtout servi à leur faire surchauffer leur économie, de leur vendre du rêve, tout ça pour leur faire perdre leur statut de leader de l'économie mondiale, au profit de qui? Bah, des Chinois. Voilà. Donc moi, vous savez où je vais mettre de l'argent dans le prochain cycle économique, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pas pour rien que j'achète Xiaomi et que j'achète pas du Apple, mais voilà, c'est de dire aujourd'hui on a des valorisations chinoises, certes qui sont colossales, enfin qui sont importantes, hein, mais aujourd'hui c'est qui les leaders? C'est les ricains, et demain les ricains ils vont faire quoi? Bah, mis à part produire de l'IA ou des produits de service, ils vont probablement pas servir à grand chose. C'est toujours la Chine qui va tout produire, et je suis navré de vous le dire, mais dans une société de consommation, si vous vendez du service, vous êtes entre les griffes de celui qui produit votre bouffe, qui produit tous vos joujoux technologiques, et ainsi de suite. Donc moi, je suis navré de vous le dire, mais pour moi, c'est déjà en cours. Le transfert du pouvoir vers la Chine, c'est déjà trop tard. C'est pas pour rien hein, que Trump essaye de faire quelque chose, mais que de toute façon, il a beau taper du poing sur la table, c'est déjà les Chinois qui mènent la danse, qu'ils le veuillent ou non, c'est trop tard. Donc il faut évidemment se dire que dans le prochain cycle économique, c'est pas qu'il faut mettre tout chez les Chinois et faire all-in, c'est simplement de dire que ceux qui jouaient le fait de dire si on veut faire de l'argent, on fait de l'argent aux US, eh ben ils vont probablement devoir diversifier un petit peu plus.
On parlera d'ailleurs aussi des Russes dans pas longtemps, puisque je pense qu'il y a aussi des choses à faire là-bas bientôt. Mais pour l'instant, mis à part attendre que la récession arrive, c'est-à-dire que le président Orange fasse une connerie et que ça se paye sur les prix, je vois pas d'autre chose à faire en swing, si ce n'est attendre tout simplement qu'il y ait un truc qui casse. C'est-à-dire que comme ils prennent des risques et que les risques fonctionnent, on va attendre un Black Swan. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'aux États-Unis, il faut un Black Swan, ou il faut tout simplement que les valorisations commencent à se péter la gueule de par le calendrier des résultats. Et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite pour conclure cette émission. Alors, qui qu'on a cette semaine? Alors, Citigroup, ça commence fort pour aujourd'hui. Alors, je ne sais plus où ils nous disent. Voilà, ça publie avant l'ouverture des marchés. Goldman, juste avant aussi. Donc, peut-être une journée sous le signe de la positive attitude. Puisque normalement Goldman ça va aussi publier, enfin si JP nous a fait des bons trucs, je vois pas pourquoi ce serait pas le cas. Alors là où ça risque de devenir un petit peu moins sympathique, c'est à mon avis Bank of America, ça va pas être une bonne nouvelle, enfin je pense pas. Netflix, ça risque d'être une très mauvaise nouvelle celle-là. Donc on va voir, mais voilà, donc Netflix, mais ce sera publié après la clôture. United Health, ça va être un carnage, mais absolument gros carnage. On va aller la voir celle-là, parce que justement c'est elle qui s'est bien pété la tronche la semaine dernière, en fin de semaine. Donc là, à mon avis, ça annonce des choses pas très très joviales. Je pense qu'on a du trading d'initiés sur United Health qui essaie de se faire la malle. Donc là, je pense qu'ils ont compris qu'il y avait un crack qui arrivait sur le healthcare. Qu'est-ce qu'il y a? La Morgan Stanley, ça devrait aller. Alors PepsiCo, ça risque de pas être génial non plus. Mais on va voir. Qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine? D'autres trucs intéressants. Bon, c'est pas le truc complètement fou cette semaine. Hein. Donc c'est plutôt la semaine. En termes de saison de résultats, là, franchement, c'est pas des résultats passionnants qu'on a cette semaine. Donc je pense encore une fois des mécaniques de flux. On va aller voir ça. Donc on termine sur des analyses ponctuelles. Allons-y. Donc, alors, tout ça, je surveille, tout ce que je vous ai mis, donc Microsoft, AMD, Cisco, Nvidia et AV, tout ça, dès que ça a fait un avalement baissier hebdo, je shorte tout le monde. Voilà. Donc pour l'instant, évidemment, on est en biais positif à Wall Street, donc pour l'instant, pas possible d'appuyer sur ces boutons. Donc ces valeurs cherchent à voir jusqu'où elles peuvent pricer avant de se casser la gueule. Dès qu'elles se cassent la gueule, moi je te vends tout le merdier d'un coup. Elles vont probablement être vendues toutes d'un coup. Donc c'est de dire pour l'instant, donc le principe c'est de voir jusqu'où on va avant que la pichenette fasse sauter tout le château de cartes. Donc évidemment le problème c'est le VIX, voilà, donc le VIX à 12, sans commentaire, mais vraiment sans commentaire. C'est là on touche des niveaux d'imbécilité assez dangereux, puisque du coup, donc là, c'est clôture hebdomadaire, donc je vous mets quand même le VIX voilà, en clôture, en clôture, voilà ce que ça nous donne. Donc là, on est en train d'essayer de venir chercher un double bottom sur le VIX, alors qu'on a des sommets ascendants. Je parle en clôture hebdomadaire, c'est-à-dire ici, je ne prends pas en compte les mèches et compagnie. Voilà. Donc on a un schéma ascendant sur le VIX, dans un canal ascendant. Bref, ici, tout indique que le pire est devant nous, et que la prochaine fois qu'on se pète de la volate, c'est pareil, c'est direction 40-50 si tout va bien. Et comme en plus, là, le canal est orienté à l'achat, il n'y a aucune chose qui nous empêche d'aller à 70. C'est-à-dire que théoriquement, c'est 65, là, le prochain niveau sur la volatilité. Et la dernière fois qu'on a atteint ça, c'était en 2008, c'est-à-dire risque systémique. Donc, je vous maintiens ce que je pense. Moi, je pense qu'à ce stade-là, toutes les portes sont ouvertes pour un risque systémique. C'est-à-dire que toutes les portes boursières sont fermées. Le gold ne s'apprécie pas, pire, il va probablement être vendu. Donc je vois qu'un seul truc qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, c'est le dollar. Et je me dis, c'est par là que ça va couiner, parce que voilà, c'est un peu comme ça la mécanique de marché, c'est de dire, comme ils ferment toutes les portes sur le risque, le yen, ça fonctionne. C'est-à-dire que vendre du yen, ils y arrivent très bien, ça fonctionne. Vendre du yen, vendre du junk bond, vendre du VIX, tout ça, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. C'est tous les actifs risqués, classiques, de perception du risque, que Wall Street arrive à lourder comme ça, sans aucun problème. Et ça ferme toutes les portes de la gestion du risque. Et en fait, c'est oublier un truc, c'est le dollar. Moi, je pense que tout simplement, c'est là où ils vont se prendre une tarte et ils ne vont pas la voir venir. Donc, je ne sais pas ce qui va faire chuter le dollar. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à un moment donné, ça va mal partir. Et je ne sais pas si ce sera fait tout simplement par un effet de pondération, tout simple. C'est-à-dire, au final, l'euro-dollar et GBP-USD commencent à donner des signaux d'achat. Et puis l'USD-Yen, après nous avoir cassé les couilles, donne un signal de vente. Et en fait, tout simplement, par des faiblesses relatives par rapport aux autres devises, le dollar va s'effondrer.
Et comme le dollar va s'effondrer, bah, c'est la dette américaine qui va commencer à chier un petit peu. Euh, Si en même temps vous avez toujours pas de deal sino-américain et que bah, la Chine décide d'enterrer les US, c'est-à-dire de dire ah ouais vous nous avez pété les couilles pendant 6 mois pour négocier toutes vos conneries, parce que dites-vous une chose, les élections américaines, vous croyez que les Japonais, enfin vous croyez que les Chinois l'ont pas compris que les Ricains faisaient tout pour être réélus? Vous croyez qu'ils sont si cons que ça les Chinois? Je vous l'ai dit depuis le début que de toute façon, dans cette guerre des nerfs et cette guerre économique, c'est les Chinois qui gagneraient. Hein. Je vous l'ai dit depuis le début. Je vous ai dit par contre que, attention, ça risque d'abord d'avoir l'air d'être l'inverse. Je vous ai dit que les Chinois étaient des joueurs de Go, et eux, ils s'en foutent de paraître. Voilà. Eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner la partie. Donc encore une fois, je ne vous dis pas tous les Chinois sont comme ça, je vous parle de psychologie de masse, c'est de la macro-psychologie. Évidemment que le bloc chinois ne veut pas dire chaque petit Chinois va forcément remplir ces règles-là. Ça veut juste dire qu'en tant que bloc, en tant que nation et en tant que groupe, groupe d'êtres humains, ils ont une psychologie qui est radicalement différente d'un groupe américain. Voilà. Mais à ce stade-là, il faut bien comprendre que l'Américain, c'est celui qui tape sur la table, qui fait du bruit, et évidemment, le Chinois, c'est le silencieux qui analyse son adversaire et qui frappera au moment où son adversaire sera le plus faible. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est de dire, les Chinois, ils placent leurs pièces. Ils ont tous les avantages parce que c'est eux qui fabriquent le monde. Donc derrière, en face de ça, vous avez les Ricains qui, eux, bon, fabriquent les services et puis bah, ils ont l'argent, c'est-à-dire qu'ils ont la suprématie économique. Et effectivement, on voit bien que dès qu'ils ont ouvert leur gueule, la bourse s'est immédiatement attaquée à Shanghai plus qu'au S&P 500. C'est clair, c'est ce qu'on a vu. Voilà, les Chinois se sont pris moins 35 et les Américains, ils ont à peine fait moins 20 pendant quelques jours et c'est tout ce qu'ils ont accepté de céder. Et derrière, beaucoup trop fort. D'accord? Donc c'est ça. Le poids économique est du côté américain aujourd'hui, mais c'est un poids financier, pas un poids économique. C'est là où les Américains se trompent, c'est qu'en fait la seule chose qui leur permet d'étaler leur valeur dans le monde, c'est la force du dollar. Et quand ils vont perdre ça, ils vont tout simplement s'isoler. C'est-à-dire que derrière, vous aurez des Ricains qui produisent des services, qui n'arrivent pas à exporter leurs biens, et tout simplement, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, le monde va se tourner vers la Chine. C'est aussi simple que ça. Et en plus de ça, ce sera normal, parce que le président Orange aura cassé les couilles à tout le monde. Je veux dire, il aura renégocié tous ses partenariats économiques avec les autres. Et au bout d'un moment, bah, il le fait parce qu'il a la puissance économique. Quand il va la perdre, il n'aura plus aucune légitimité, votre président Orange. Donc c'est ça qu'il faut dire. C'est que le gros danger de Trump, c'est qu'il ne se rend pas compte qu'avec son truc, il vient de créer une faiblesse absolument astronomique. Et ce qui va l'enterrer, moi je le sais depuis le début, c'est les Chinois et les junk bonds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Chinois, ils attendent juste que le dollar se pète la gueule, et dès que le dollar se pète la gueule, ils vont vendre des T-bonds. Eh oui. Et c'est con, mais c'est comme ça. Et le jour où ils se mettent à vendre les T-bonds, c'est au revoir les États-Unis. Ils se prendront une inversion de la courbe de taux immédiate parce qu'ils ne pourront pas faire quoi que ce soit avec ça. Le dollar sera dévalué en plus de ça, donc c'est la crise économique aux États-Unis et c'est la merde qui ira très vite. Évidemment, il cherchera des coupables. Il nous mettra la Fed, il nous mettra tout ceci, tout cela. Mais moi, je vous dis, c'est ça le scénario macro-global que je joue. Tout simplement, c'est un effondrement des États-Unis, effondrement dû à leur connerie de spéculation, hein, puisqu'évidemment, ils font ça, et plus ils montent, plus la pichenette pour faire sauter le château de cartes sera petite. Alors il va de soi que les Chinois n'ont pas un pouvoir de faire chuter l'économie américaine, mais par contre, plus les Américains prennent de risques, plus ce sera facile de les faire tomber. Et il suffira de trouver le bon moment, et je vous parie qu'ils ne font qu'attendre. Et de toute façon, il y a une deadline, donc plus on se rapprochera des élections, plus Trump sera tendu, plus il commettra d'erreurs, et au bout d'un moment, vous allez voir les Chinois sortir. Alors, sortir, ça ne veut pas dire que vous allez le voir, parce qu'encore une fois, ils ne sont pas dans la démonstration, les Chinois, ils s'en battent les couilles, ils ne vont pas dire à tout le monde, allez, on vend nos T-bonds, voilà, ils vont le faire en secret, petit à petit, vous allez voir des problèmes sur l'obligataire. Donc, moi, c'est ça que je recherche. Pour l'instant, je cherche à voir le dollar tomber et accélérer, en sachant que quand il va tomber, on est bien au courant que le dollar est parti pour perdre 15-20% et qu'il perdra notamment, donc probablement, son étalon de monnaie internationale. Et que, évidemment, en parallèle, j'aimerais bien voir les taux littéralement s'effondrer. Ce sera le signe, tout simplement, que les Chinois vendent les T-bonds, et là, c'est la merde. Là, c'est la merde pour les US, parce que tout simplement, ils ne pourront rien faire. C'est-à-dire que leur suprématie économique va s'écrouler sous leurs yeux, ils vont voir leur dollar s'écrouler, les agences de notation tout simplement dégrader les notes,
parce que les T-bonds en même temps seront vendus complètement follement, et tout simplement, derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est la récession économique, et puis c'est le refuge, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'un coup, on se rend compte que les techs, on les a payés super cher, et voilà, bon, c'est le bon vieux mécanisme. Donc je ne pourrais toujours pas vous dire qu'est-ce qui va déclencher ce truc-là, par contre, le schéma, c'est très probablement ça, et ça fait un moment que je vous dis, je le surveille. Je pensais il y avait différentes choses, soit c'était un risque systémique qui se déclenchait, c'est pour ça qu'on regarde les ETF, c'est pour ça qu'on regarde le VIX et les junk bonds. Apparemment, le risque systémique, non. Donc, on va y aller à mort de chez à mort. Ils prendront des coups, mais ils ne le verront pas venir, les Américains. C'est encore une fois, c'est aussi con que ça. Leur problème, c'est Trump. Leur problème, c'est la politique. L'économie américaine, elle est forte, elle est solide et résiliente. Le problème, c'est que l'administration aujourd'hui fait une politique purement et uniquement market-oriented, c'est-à-dire qu'ils ont considéré que leur élection était due au prix des marchés, donc ils font quoi? Ils prennent des risques absolument fous. C'est la chose qu'il ne faudrait surtout pas faire, et c'est ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils ont les yeux bien virés sur leurs intérêts propres, et ça, je peux vous dire que les Chinois, ils l'ont capté depuis très longtemps. Regardez la Chine, elle a fait quoi? Sa croissance réduite, la croissance a été réduite, mais considérablement. Voilà, on va dire les Chinois, c'est pas bien. Est-ce que Xi Jinping, il a été remis en question une seule fois pendant la baisse des marchés? Voilà, vous avez tout compris. C'est aussi simple que ça. C'est juste, d'un point de vue politique, qui ici joue intelligemment la guerre économique? Pour moi, c'est les Chinois. Évidemment, c'est ceux qui perdent aux premières vues. C'est eux, vous allez dire, mais oui, mais la bourse, elle a baissé en Chine et elle n'a pas baissé aux US, donc c'est les Américains les plus forts. Eh ben non. Voilà, encore une fois, sortez de vos œillères, regardez un petit peu plus gros, un petit peu plus large, et dites-vous que moi aujourd'hui, quitte à acheter des trucs, je préfère acheter des trucs qui se sont fait démonter, type General Electric et compagnie. Il y a encore des trucs bien à acheter, mais vous achetez des utilities, vous achetez des valeurs défensives des États-Unis, parce qu'ils ne vont pas non plus être à la rue et manger du pain demain matin. On est au 21e siècle. Donc évidemment qu'ils auront toujours un accès à l'électricité, qu'ils ne vont pas dans une crise type 1929. Mais voilà, par contre, je préfère placer mon pognon chez General Electric, chez des systèmes comme ça, plutôt défensifs, que d'aller acheter de la tech comme tous les gugus qui vont se faire ruiner dans pas longtemps. Voilà. Qu'est-ce qui va déclencher ça? Je ne sais pas. Mais je peux vous dire qu'une fois que le mécanisme sera là, c'est très bien ce qui va accentuer les mouvements baissiers, c'est le dollar et les T-bonds. Mais pour l'instant, attention, tout va bien, on est en prise de risque, c'est-à-dire on prend du risque, on augmente les leviers spéculatifs, et évidemment, au bout d'un moment, ça va couiner, et c'est à ce moment-là que les Chinois attaqueront. Donc pour l'instant, patience, mais je pense sincèrement que ça ne tardera pas vu les niveaux de prise de risque. Donc là, on va voir si la saison des résultats satisfait les investisseurs ou non. Si ça chie, c'est d'emblée, ça ira immédiatement au sud. Pour l'instant, on semble commencer avec une note plutôt positive. Attendons de voir les premières technologiques. Voilà, donc faites attention, vous connaissez le problème, normalement. Donc là, dès que ça va baisser, personne ne vendra. Normalement, vous devriez voir les volumes ETF légèrement sortants. Mais normalement, hop, on va remettre, attendez, je vais rechercher le graphique. Alors, c'est où déjà? 4, 5, 6... Voilà. Donc, le principe est de dire, d'accord, au début, normalement, ici, on va commencer à faire un pullback, et vous devrez normalement voir un petit pullback ici sur les ETF. Mais normalement, les ETF vont rester très largement à l'achat. Ces gens-là ne comprennent rien. Ils ont une vision moyen terme, et eux, en fait, ils pensent justement que c'est le moment d'investir pour 2 ou 3 ans. Alors que dans 2 ou 3 ans, ce ne sera probablement pas du tout rentable d'être acheteur d'actions. Mais bon... Eux, c'est ce qu'ils font. Ils pensent effectivement que c'est le moment de gagner de l'argent sur les actions parce qu'ils ont un peu d'argent et qu'ils pensent que c'est tout bien. Donc les ETF, c'est le problème. Mais tout va se mettre en même temps. Comme je vous dis, la baisse du dollar, la baisse des T-bonds et le volume sortant d'ETF, tout ça, ça va arriver en même temps. C'est vraiment... Gardez l'image d'une partie de Go. Dites-vous que c'est exactement ça. Dans une partie de Go, celui qui gagne, on le voit toujours d'un coup. Et quand on gagne, on se rend compte de tout d'un coup. C'est-à-dire que celui qui va perdre comprend immédiatement qu'il n'a plus aucune sortie possible. C'est le moment où la partie se déséquilibre. Une partie de Go, c'est très équilibré au début, et c'est pas nécessairement celui qui a l'air le plus fort au début qui est le gagnant, et c'est même d'ailleurs plus souvent l'inverse dans une partie de Go. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, ici, ça restera assez positif. Mais la prochaine fois qu'ici, on va commencer à passer en négatif,
D'accord? Ça va osciller un peu normalement, et puis d'un coup, c'est là où vous allez avoir l'enfer, c'est-à-dire le moment où les actions vont considérablement accélérer, c'est le moment où vous aurez des volumes sortant d'ETF. C'est exactement ce qui s'est passé là, hein, regardez, hop, vous voyez, ça oscille un peu, ça s'oriente vers la baisse, et puis par contre, d'un coup, pouf, oh putain, c'est le merdier, et alors en fait, dès que c'est la merde, les gens vendent, voilà, et c'est ça qu'il faut comprendre. Ça risque de se produire où? Quand on va enfoncer un support, c'est la même chose, là, regardez, on travaille le support, les mecs n'ont pas peur, hein. C'est vraiment ça, regardez. Là, ici, les prix baissent considérablement. Le volume d'ETF, oh, ça sort, mais doucement. Et puis, c'est là où la panique se met en place. C'est là où les mecs accentuent les phases baissières. Donc, ici, il faut bien vous dire que ça arrivera par là. C'est ici que les mecs vont se mettre à vendre les ETF. Parce qu'ils vont comprendre ici qu'on les a pris pour des cons. Et en plus de ça, les volumes, cette fois, sont conséquents. C'est-à-dire que ce qui est sorti ici en volume d'ETF, c'est peanuts. Hein. Les mecs, ils avaient 38 000 et ils sont descendus à 24. C'est-à-dire ils ont bouffé 14 000 sur les ETF. Aujourd'hui, on est à 47 000, 48 000. D'accord? Et il y a probablement tout qui va sortir. Et on va passer en négatif, c'est-à-dire qu'il va y avoir des demandes de vente d'ETF et personne ne peut les acheter. Donc le principe, c'est que là, on avait détruit 14 000 gentiment, méchamment. Là, il y a 48 000 à sortir. C'est autant vous dire que voilà, hein, ça va couiner sévère sur les US. Bref, bon, on maintient ce biais, c'était simplement pour vous faire comprendre la vision globale swing. Pour l'instant, plusieurs étapes, il faut voir normalement ces actifs risqués là maintenir leurs différentes zones résistantes. On va revenir sur le junk bond parce que rappelez-vous, je vous avais donné un scénario sur les junks et je pense qu'on est totalement en cette direction-là, c'est-à-dire je vous avais dit, les mecs vont probablement nous la mettre, hein, ils vont franchir évidemment la résistance avec toute la superbe qu'ils ont évidemment mis là-dedans. Donc prenez du risque, n'ayez pas peur, ils sont trop forts. Voilà, donc on prend c'est déjà là. Dernier support, dernière résistance. Hop. Alors soit ça, c'est compliqué à dire là. Moi je dirais plutôt, ouais, bon, je sais pas, c'est compliqué quand même. Parce que théoriquement, ça, on peut quand même le considérer comme un creux majeur. Donc, il pourrait pousser encore un petit peu, là, voilà, hop, se dire, allez, un petit 1 ou 2 jours de hausse, là, 1, 2, 3 jours de hausse sur les junks. On va vraiment, vous voyez, on va pricer super haut. On a une target ici à 36,45. Ça me paraît tout à fait possible et tout à fait plausible. Voilà, on vient chercher là, et ici, c'est le carnage derrière à Wall Street. Donc là, ils prennent un risque de fou, hein. Encore une fois, je vous dis, les mecs sont sur des junks. Il va falloir les... Voilà, il faut comprendre qu'un contrat junk, d'accord, c'est bien quand ça rémunère, c'est-à-dire tant que l'entreprise verse ses coupons. Mais les coupons sont énormes, hein, c'est-à-dire que là, vous avez des entreprises qui ne produisent pas plus, puisque donc on attend des contractions sur les productivités des entreprises. Et par contre, la charge de la dette, elle est toujours la même. Hein, c'est-à-dire que les mecs doivent verser un junk, c'est un coupon de 7, 7,5, 10%, hein, annualisé. Donc il faut payer à mort, à mort, à mort et à mort. Donc qu'est-ce qu'on fait? On reprend d'autres coupons pour payer les coupons précédents. Donc on s'endette pour payer une dette. Vous comprenez le principe. Donc le truc est de dire, c'est bien, tant que le système de la dette se détend. Hein, puisque là, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous émettez un junk bond, vous payez moins cher que ici. Voilà. C'est-à-dire que si vous aviez émis un junk bond si vous aviez émis un junk bond en décembre, il vous coûtait cher, parce que là, la charge de la dette a été considérable. Aujourd'hui, ça va, vous pouvez vous endetter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, on prend du junk pour payer d'autres junk et compagnie. Le principe, c'est que maintenant, mettez-vous d'un côté investisseurs, ceux qui ont émis la dette, ceux qui ont prêté l'argent à ces entreprises, il faut que ça paye. Hein, le problème, c'est qu'une dette, si elle n'est pas payée, c'est un défaut de crédit. Et là, merde, voilà, comment on fait? Si vous avez un swap, c'est bien, vous pouvez swapper, mais faut-il que le mec qui vous a vendu le swap puisse vous payer l'assurance. Donc c'est toujours pareil, en fait. Il faut que le système fonctionne, sinon tout le système de prise de risque économique s'écroule. Donc le principe, c'est de dire aujourd'hui, on a des entreprises un peu zombies aux États-Unis qui produisent pas trop de richesses, qui sont complètement junk bond, mais il faut qu'elles restent en vie parce qu'il faut qu'elles payent leurs dettes. Et parce que si elles ne payent pas leurs dettes, on détruit des dollars, et si on détruit du dollar, le dollar baisse, et putain, fait chier, merde, voilà. Donc vous avez compris le principe, tout doit fonctionner aux US, même si ça ne fonctionne pas, il faut que l'argent circule. Il faut émettre de la dette pour payer la dette, et pour ça, il faut que les taux baissent. C'est ça que vous comprenez. C'est que si les taux ne baissent pas, on sait très bien que la bulle de crédit va exploser aux États-Unis. Alors pourquoi Trump veut baisser les taux directeurs? Parce que les taux directeurs, ça fait baisser tous les taux. Même les junks, c'est ce qu'on appelle un taux directeur. Le problème du taux directeur, ça sert à quoi en fait, à votre avis? Maintenant, posez-vous la question, pourquoi on dit en général les banques centrales remontent les taux en fin de cycle et compagnie? C'est pour éviter les bulles spéculatives.
C'est aussi simple que ça. C'est de dire, en fin de cycle, on offre une porte de sortie aux investisseurs pour qu'ils puissent se mettre sur des actifs moins risqués, plus sécurisés, pour garantir la croissance après une récession. C'est-à-dire qu'on sait que le marché va baisser, et que c'est normal, parce qu'on ne peut pas monter et ne jamais baisser, mais on va dire, ok, on va proposer des rendements intéressants sur des dettes safe pour permettre tout simplement à l'économie de rester en bonne santé, pour créer des programmes de relance et compagnie. Mais on sait, de toute façon, un économiste sait que tout ce qui monte doit redescendre. Quand on inspire, on expire, et ça fonctionne comme ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, non, on a le nouveau paradigme, il suffit d'inonder le marché de liquidités, et les prix continuent de monter. Sauf qu'on connaît aujourd'hui les problèmes que ça cause, c'est tout simplement qu'on a des inégalités mais tellement folles que ça devient dangereux, et c'est surtout qu'aujourd'hui on étale la richesse toujours plus grande, toujours plus folle, face à des gens toujours plus pauvres. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'on a très bien compris ce que ça crée. Ça crée des tensions sociales absolument énormes, et ça crée des Trump, des Brexit, des trucs comme ça. Et ça finira très très mal, parce que l'instabilité politique, c'est pas du tout un bon signe de stabilité économique. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, on est dans le mécanisme où, pour l'instant, le nouveau paradigme fonctionne. Plus on abreuve le trou noir de liquidité, plus l'économie tourne, et plus le trou noir s'agrandit et demande d'argent, et plus les inégalités se creusent, jusqu'au jour où, quelque chose va arrêter la musique. Et je ne sais pas très sincèrement ce que ce sera, mais je peux vous dire que plus on augmente, plus le risque augmente également. C'est-à-dire que la masse du trou noir et son attraction augmentent, et tout simplement, notre petite planète qui gravite autour, aujourd'hui, elle est carrément en passe de se faire aspirer par le trou noir. Donc, pour l'instant, on est gentil, d'accord, il n'y a pas d'inquiétude, restez prudents, mais soyez bien conscients qu'aujourd'hui, la seule chose à ne pas faire, c'est d'acheter des actions. Essayez de les vendre, c'est la seule chose à faire, mais encore une fois, ça se fait quand même très, très, très difficilement, parce que le redneck en face, il n'a pas du tout envie qu'on le fasse tomber. Mais voilà, il faut attendre le bon moment. Malheureusement, pour l'instant, ça risque de nécessiter quelques petites semaines de rab, puisque Wall Street a absolument, absolument envie que tout aille bien. Mais attention, voilà. Moi je vous dis, cette semaine, surveillez le dollar, qui commence à donner des signaux de faiblesse assez impressionnants. Alors la phase d'accélération sur le dollar, on la voit bien, elle est là, et là je suis en daily. Donc soit ça accélère très rapidement dès le début de la semaine, soit ça traîne encore un petit peu la patte, voilà. Mais il faut attendre, pour que les US se cassent la gueule, le moment où vous voyez le dollar et les T-bonds partir au sud. Ce qui n'est pour l'instant pas le cas, d'accord ? Là, vous avez un T-bond en dollars. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe ? Ça se casse la gueule. Donc là, dollar qui tombe et T-bond qui tombe. Et pour l'instant, ça n'inquiète personne. OK ? Donc, soyez rationnels dans vos prises de décision. Soyez conscients que ça, quand ça tombe en même temps que le dollar, et on commence à avoir des premiers signaux précurseurs de ça, ça veut dire que l'économie américaine ne va pas si bien qu'on la voit. D'accord ? Donc, ça, moi, je suis au courant que l'économie américaine, elle vend du rêve pour l'instant, et que ça va très très mal finir. Mais bon, pour l'instant, le rêve, ça fonctionne, et il y a des gens qui l'achètent. Et tant qu'ils l'achètent, n'oubliez pas que quand vous vendez, il y a toujours une limite, et qu'il y a le risque d'installer une bulle aux US, une bulle sur les prix. Mais encore une fois, les prix, c'est ça qui définit si vous prenez un gain ou une perte. Et si les prix montent de façon stupide avant de s'écrouler, ce qui est possible, c'est-à-dire ça s'envole d'abord vers des licornes boursières avant de s'écrouler complètement, d'accord ? Mais en attendant, les prix haussiers, ils auront été imprimés. Si vous ne pouvez pas les supporter sur le compte, vous allez tout simplement, on va vous dire au revoir. Voilà. Donc faites attention, la vente à découvert, c'est très dangereux à faire. C'est clairement extrêmement rémunérateur si vous réussissez, mais il faut le faire avec une méthode. J'essaie de vous l'apprendre depuis le début, et de vous dire qu'il faut traiter des timings, qu'il faut accepter d'avoir tort, et que, évidemment, pour l'instant, moi, je ne pense pas avoir eu tort, mais j'ai eu tort sur la gestion du risque. Donc vendredi débouclé, et je suis prêt à reprendre, mais pour l'instant, il faut que ça baisse. Donc j'attends que la volate se réveille, tout doucement, je pense que là, de toute façon, à 12, on a atteint le plancher, donc je nous vois difficilement aller plus bas que ça. Donc normalement on a fait le plancher, on est sur les rollovers, donc effectivement là normalement il y a les nouveaux contrats de volate qui vont coter, donc là normalement il y a des mecs qui vont se remettre à l'achat évidemment dessus, moi le premier, et donc normalement je pense qu'on a un plancher de volate qui va se créer, et je pense qu'on aura énormément de mal à tenir un mois de plus, puisque là il y a la saisonnalité baissière du mois de mai qui va arriver, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui vont se profiler pour les États-Unis.
Tenir un mois dans ce contexte d'arrachage haussier, pas certain que ça dure. Donc effectivement, je pense que c'est sur ce mois-ci où jouer la volatilité, ça me semble être le schéma le plus intelligent à faire. C'est-à-dire que les mecs ont vendu comme des cochons sur le dernier mois. Ils ont réussi leur pari. Je leur dis encore une fois bravo. Hein. Franchement, faut être couillu pour faire ça. Euh, mais je me doute qu'ils recommencent ce jeu dangereux une fois de plus ici. Voilà. Donc faites attention encore une fois, les tensions sur le VIX, les mecs ont réussi leur pari, hein, mais ce sont des paris à échéance mensuelle. L'objectif c'est évidemment de réussir à tirer jusqu'à l'expiration pour pouvoir être rémunéré sans que ça couine. Et évidemment, je pense qu'ils ne seront pas assez cons pour réitérer l'expérience ce mois-ci, étant donné qu'ils ont déjà bien fait les cons et tout ça. Donc ils ont réussi, je leur dis bravo, mais en attendant, ce qu'ils oublient, et je pense que c'est là où ils sont un peu cons, c'est que ils ont spéculé sur la volatilité, c'est bien, ils ont réussi, ils ont pris un gain, mais malheureusement ils ont manipulé les marchés actions pendant ce temps-là. C'est-à-dire que si vous jouez simplement sur le VIX et que ça n'a pas d'effet sur le S&P 500, en gros on spécule sur la volatilité et le S&P 500 évolue quand même de façon rationnelle, à la limite, j'ai envie de dire, tout va bien. Vous allez simplement manipuler la volatilité. Mais si vous manipulez la volatilité et que ça écrabouille complètement la prise de risque sur le S&P 500, c'est-à-dire du coup, il n'y a pas de risque et le S&P 500 franchit les résistances, alors que d'un côté, vous avez quelques centaines de millions qui suffisent à faire bouger le VIX, alors que derrière, vous faites bouger 27 trillions de dollars. Donc c'est ça un peu le problème. C'est comme je vous dis, c'est quand la queue remue le chat, c'est dangereux parce que du coup, au final, se dire bon on a bien joué sur la queue, on arrête de toucher la queue. Oui, mais en attendant, le chat, lui, il a bien bougé pendant que vous faisiez mumuse avec la queue et il va bien falloir payer ces mouvements-là puisqu'ils sont un peu dangereux. Donc toujours pareil, faites attention avec le S&P 500. Tout est pricé au best, il faut que tout se passe bien. Et pour l'instant, on n'a toujours pas de deal. Les mecs ferment leur gueule, hein, donc attention, hein, ça fait quand même 3 semaines que le deal est proche et pourtant il n'y a toujours rien. Donc faites bien attention à tout ça. Voilà. Donc le swing, on attend que ça revienne. Moi, je serai le premier à revendre hein, quand j'aurai de nouvelles informations pour ce faire. Pour l'instant, donc voilà, le S&P 500 est toujours scotché sur ses sommets, sans grande surprise. Alors déjà, on n'a pas gapé ce lundi, donc c'est pas mal. Mais donc voilà, on attend et on l'évite on est en lévitation boursière à Wall Street. Donc, pour l'instant, moi, je vous invite à la plus grande prudence. Je ne vois pas de signal vendeur, hein, donc on soit bien d'accord. On voit bien le biseau, tout le monde l'a vu. Hein, mais comme il n'y a pas de volatilité, on ne consolide pas. Voilà, c'est ça qu'en fait qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les supports, quand on arrive dessus, comme il n'y a pas de volatilité, les gens se couvrent vite fait, parce que la volate, ça coûte pas cher, donc du coup, on s'achète un petit put pas cher, voire on se couvre plus du tout, en fait, parce qu'on a compris que les vendeurs de volatilité étaient là, donc pourquoi se couvrir ? Donc ça ne se couvre plus. Donc je vous dis, c'est le schéma auto-alimenté et la prophétie auto-réalisatrice. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on a bien compris que les mecs vendaient la volate et qu'ils ne lâcheraient pas. Donc tout simplement, il n'y a pas d'intérêt de couverture. On se dit, écoutez, oui, comme les vendeurs de volatilité tiennent le coup et tiennent la bride, il n'y a pas, effectivement, comme je vous dis, les mecs qui spéculent avec des centaines de millions arrivent à faire bouger les 27 trilliards de dollars et à imprimer une psychologie sur 27 trilliards de dollars de capitalisation. Bon, c'est pas normal, parce qu'encore une fois, le volume est supposé être le moteur du marché, volume qui est d'ailleurs donc absolument inexistant aux États-Unis. Donc faites gaffe hein, quand on est comme ça, manipulation de volatilité, baisse des volumes, ça traduit normalement un retour brutal de la volatilité et des volumes. J'ai pas forcément dit qu'on allait se péter un truc comme janvier, comme février ici, mais sincèrement, c'est plutôt à ce genre de truc qu'on a affaire. Hein, c'est-à-dire que là, normalement, le décrochage, s'il devait accélérer comme à l'époque, il ne faudra pas être surpris. Hein. Honnêtement, on va faire un copier-coller de ça ici, ça ne me surprend pas, ça nous ramènera juste à la normale. Je vous rappelle que normalement, ici, les valorisations du S&P, elles devraient être là, à moins 11%, puisqu'en year-to-year, c'est à peu près là qu'on devrait être pour justifier les baisses de productivité des entreprises attendues sur ce trimestre. Donc pour l'instant, on ne fait rien, tout va bien. On commence par des bons trucs, les financières, voilà. Attendez un peu de voir donc les publications de healthcare et donc c'est quoi? C'est CNU, je sais plus. Putain, j'aurais dû le garder. Non. Bref, voilà. Donc les healthcare, c'est pas très très bon signe. Pour l'instant, il reste les technos, mais je vous rappelle quand même un truc de fou. Les technologies qui sont donc sur les sommets historiques, alors que leurs résultats sont attendus en baisse de 10%
selon le consensus des analystes. C'est quand même fou, hein, c'est-à-dire 10% en year to year. Tenez, on va s'amuser parce qu'il faut quand même finir là-dessus. C'est pour vous montrer en fait l'irrationalité du truc et l'extrême danger que ça représente pour les valorisations américaines. Donc voilà, le secteur tech, hein, ok. On se le met ici, on va se faire un petit year to year. Voilà. Donc en year to year, hein, voilà. Donc le S&P 500 year to year, on est à 16% de gain. Voilà, accrochez-vous bien. Attendez, mais vous allez comprendre un peu le côté hors sol. Donc 16% de gain alors qu'on attend 10% de baisse sur les résultats d'entreprise. C'est-à-dire que normalement, en year to year, hein, d'accord, on devrait être théoriquement ici. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, nos techs, elles devraient être sur le plus bas de décembre. Voilà. Ok? Et on est là-haut. Donc ça veut dire que, si vous captez bien le truc, en fait, c'est que mais Wall Street a tout anticipé. Vous comprenez bien? En fait, on a pricé ça ici, et comme c'est bullshit, et que de toute façon les techs iront très bien derrière, bon, ben, on anticipe déjà que les techs vont se reprendre. Elles ont intérêt à se reprendre sur le prochain trimestre. Ça, je vous le dis direct, elles ont intérêt à se reprendre. Et si là, on publie les résultats qui ne sont pas bons, comme on l'a attendu, c'est-à-dire si ça sort bien proche des moins 10%, ça, c'est pas grave. On va dire Wall Street l'a déjà pricé. Mais par contre, si les guidances sont négatives, c'est-à-dire si les mecs nous disent ah, le prochain trimestre, ça risque d'être similaire, comment on fait? On reste là-haut comme des teubés, alors qu'on attend que 6 mois plus tard, enfin que dans 6 mois, on devrait toujours être dans ces zones de prix, mais nous on continue de monter. Ça, c'est, je veux dire, la réalité du prix à Wall Street, on devrait être là, sur les techs, et on est là. Donc, on anticipe des choses, et elles ont intérêt à se voir dans les guidance des entreprises. Si ça ne se voit pas, je vous dis, ça va tomber sévère sur les techs. Et comme par hasard, moi, il n'y a qu'une tech qui me vient à l'esprit, on va les analyser vite fait, mais vous allez très vite comprendre où je veux en venir. D'accord? Voilà. Pourquoi je vous les ai mises toutes celles-là? Regardez Microsoft, regardez la courbe. Vous voyez le momentum qui faiblit là? Ça a intérêt à repartir sévère. Hein. Si ça ne repart pas comme en ligne droite, ce truc-là, et que ça commence à rechuter, je vous dis, je prenais l'hebdo. Hein, voilà. Moi, dès que ça fait un avalement baissier hebdo, c'est terminé. Microsoft, je short et c'est un crack. C'est-à-dire que ça, dès que ça tombe, c'est moins 30, moins 40, immédiatement. Hein, voilà. AMD, bon, c'est la même chose. Voilà, regardez ça, ce magnifique dead cat bounce. Ça vient là, ça retente le truc. Si ça retombe, c'est pareil. AMD, ça repart ici. Ça repart à 7, 8, 10 dollars. Voilà, c'est un truc de ouf. C'est de dire, ça vient ici, moins 75%. Bon, ça choque personne, ça n'inquiète pas. Cisco, même chose. Hein, voilà, grosse bulle, c'est parabolique, il y a tout ce qu'il faut. Il y a déjà eu la phase de retour de volatilité. Donc là, on est clairement dans la dernière phase de purge. Ça, dès que ça retombe, même chose. C'est 40, moins 40, immédiat. Pour la première phase. Et on sait très bien qu'en plus, derrière, c'est dead cat bounce et crack spéculatif. Donc de toute façon, ça c'est une valeur qui est baissière pour plusieurs années. Nvidia, bon, ben, ça a déjà craqué, ça, il n'y a pas de souci. Hein. C'est-à-dire que ça, on n'y croyait pas. Hein, vous voyez, c'était pas possible, la chute d'Nvidia. Ben oui, ben c'est là, bordel. C'est ça le truc, c'est que vous pensez que les trucs ne doivent pas arriver. Mais putain, voilà, ça c'est l'exemple de ce qui attend les autres. C'est ce qui va arriver à Microsoft, c'est ce qui va arriver à AMD. Alors AMD s'en est déjà bouffé une partie, ils en sont déjà au dead cat bounce. Hein, mais voilà, c'est de dire, il faut faire gaffe. Mais Cisco, ça va finir de la même façon. Voilà, Cisco, Nvidia, c'est le même délire. Hein. Cisco, c'est bam, ça finit là et ça part en ligne droite. Electronic Arts, même chose. Hein, ça ne devait pas arriver. Ah bah si, putain, pourquoi ça tombe alors? Donc voilà, il faut faire attention à tous ces trucs. Visa, vous croyez que ça va pas tomber? Mais évidemment que ça va tomber comme les Nvidia. C'est évident que ça va se péter la tronche. Mais ça n'inquiète personne. Voilà. Boeing, même chose, ça ne va pas tomber. Voilà. Vous voyez, là, les mecs se disent, c'est pas grave, on a réglé les problèmes du 737 MAX, donc Boeing, ça va remonter. Ben non, ça va tomber. Voilà. Donc, statistiquement parlant, il y a énormément de valeurs aux US qui sont en plus des grosses valeurs porteuses de croissance qui vont toutes probablement perdre entre 40 et 50%. Voilà, vous avez compris pourquoi normalement l'indice tech il va se péter la gueule et tout partira d'un coup. Hein. Voilà. Mais pour l'instant, le momentum est positif, donc vous surveillez. Tout le monde a compris, tout le monde surveille cette bulle. Quand elle va tomber, vous pouvez être certain qu'il y a un bon paquet de mecs qui vont vendre à découvert. Évidemment, ils vont vendre à découvert à qui? Aux imbéciles qui sont prêts à acheter, à coup de TF et tout ce que vous voulez. Donc voilà, pour l'instant, la phase, c'est spéculative. On attend, les spéculateurs attendent. Moi, j'ai malheureusement anticipé et pour l'instant, j'ai été beaucoup trop agressif. Maintenant, je repasse en mode patient, attentiste, mais je surveille bien évidemment ces secteurs complètement bullesques. Dès que je vois le moindre signe de faiblesse, je n'hésiterai pas à mettre la cartouche à nouveau.
Donc bref, je remets des balles dans mon chargeur, je patiente et j'attends la prochaine bataille pour reprendre les hostilités. Les achats d'actions me semblent toujours extrêmement dangereux dans ces contextes où tout va bien, mais où malheureusement, plus on monte, plus la moindre petite nouvelle peut complètement faire exploser le schéma de volat. Je pense qu'on a fait le tour. Alors Gold, je vais le surveiller parce que du coup, comme j'attends de la volate, je me dis ah, pourquoi pas un petit achat de gold bientôt. Alors pour l'instant, très prudent. Hein, voilà, donc comme d'hab, vous avez compris, hein, il faut vendre le risque. Ça, c'est oula, c'est pas bien le gold. Hein. Donc pour l'instant, c'est double bottom, mais voilà, moi j'achèterai pas là tout de suite. C'est ce que je vous avais dit. On voit la première attaque hein, spéculative ici, la PAC. Donc normalement, j'attends, hop, je veux qu'on accélère et j'achèterai sur un support. Donc pour l'instant, le gold, je le surveille. Ce sera spéculatif et avec un faible levier, puisqu'ici, je vais jouer quand même je vais jouer contre Wall Street. Hein. Donc vous avez bien compris qu'ils ne veulent pas que ça déconne. Hein. Le gold, ils n'en veulent pas à l'achat, hein. Surtout pas à Wall Street, le gold, il faut que ça baisse. Et je garde toujours mon biais moyen terme baissier sur le gold, mais je pense que d'abord, on va essayer de leur mettre une petite cartouchasse là vers les 1430. Et c'est par là où je pense qu'il faudra éventuellement se mettre à vendre le gold. Voilà, donc à surveiller cette semaine, gold, mais je pense que le timing est quand même dangereux, peut-être que la semaine prochaine pour des achats. Pour l'instant, donc, c'est moi les scénarios de la semaine, c'est de surveiller donc toutes les paires corrélées au dollar. Et je dirais que c'est une semaine plutôt forex et action, mais uniquement à la condition que le VIX se réveille dès ses cendres. C'est-à-dire que si on a un VIX qui meurt ici sur le rollover parce que personne ne s'attaque aux vendeurs de volat, dans ce cas-là, 2-3 jours de mort cérébrale sur les actions en attendant de retrouver un petit quelque chose. Voilà. Mais le rollover, pour l'instant, ça, voilà. Je serais curieux de voir cet après-midi surveiller quand même, hein, voilà, donc sur les futurs de la volate. On fera le point demain éventuellement, mais je vous invite à regarder donc les volumes engrangés. Donc pour ça, vous allez regarder sur le VIX futur, c'est VX1 si ma mémoire est bonne. Non, c'est quoi? C'est V1X, putain, je suis con. Non plus. Merde. Putain, je suis perdu dans mes tickers. C'est quoi? Eh ben, c'était ça. Ah non, VX1, moi j'ai mis V1X, ok. Donc, current contract in front. Non, next contract. Voilà. Ok, donc là, vous voyez, même sur les futurs, hein, voilà, les volumes augmentent considérablement à l'approche du rollover. Alors considérablement non, mais on voit bien que ça augmente hein, par rapport à tout le mois précédent où il ne s'est pas passé grand-chose. Donc les volumes sont en augmentation, le VIX est au plus bas de chez le plus bas possible, du plus bas possible, du plus bas. Mais même, hein, voilà, c'est-à-dire qu'en expiration mensuelle, hein, on a un VIX qui est attendu à 14 sur les futurs. Hein, c'est-à-dire que les futurs, encore une fois, price toujours une volatilité supérieure à la volatilité du sous-jacent. Donc on price toujours des hausses de volatilité. Je surveille également le VIVEX aujourd'hui, hein, c'est-à-dire la même chose, hein, ça c'est la volatilité sur la volatilité. Donc là on voit bien hein, que ça ne corrobore absolument pas ce que vous voyez sur la volate. C'est-à-dire que là on attend donc de la volatilité sur la volatilité, très clairement, hein, puisque donc le VVX lui est orienté carrément à l'achat. Et donc évidemment là il y a comme un petit problème hein, voilà. C'est-à-dire qu'on attend de la volatilité sur la volatilité mais les actions sont tranquilles et la volatilité est tranquille, tout ça parce qu'on a une expiration. Donc voilà, faites attention, ça pue hein, voilà. Mais malheureusement ça demande des informations que vous n'avez pas, c'est-à-dire un Black Swan ou un truc comme ça, mais par contre s'il arrive ne soyez pas surpris hein, ça risque de chuter assez fort.